Bonjour Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons pour vous et avec vous et nous décryptons à la loupe des Sherlock les actualités et concepts innovants liés au secteur du voyage. Bienvenue dans votre série dédiée au Future of Work. Je vous invite à un voyage au cœur du monde du travail. Je suis Carole Desmolis de la team des Sherlock, experte marketing, expérience client et management. Passionnée par l'entreprise positive, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui testent et expérimentent de nouvelles façons de travailler et collaborer. Ils sont dirigeants, DRH, managers, collaborateurs, entrepreneurs, étudiants. Ils témoignent et partagent leur vision opérationnelle des transformations managériales de l'entreprise. Ils nous parlent raison d'être, marque employeur, télétravail, équilibre, vie pro-vie perso ou encore expérience collaborateur. N'oubliez pas, ceci est votre rubrique, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos avis et suggestions de sujets et invités. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce premier épisode, nous allons parler RSE. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Non pas sous l'angle environnemental, qu'on utilise et dont on parle souvent, mais bien dans sa dimension sociale et sociétale. Et nous allons tenter de voir en quoi la RSE peut être un levier de changement managérial. Donc pour échanger sur ce beau sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Antoine Texier, directeur général de l'entreprise Horizon du Monde. Bonjour Jean-Antoine. Bonjour. Jean-Antoine, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer ? Oui, tout à fait. Alors en quelques mots, donc je suis directeur général d'Horizon du Monde, pour dire simplement acteur engagé dans le voyage à vertu éducative, principalement pour les jeunes. Par ailleurs, je suis également administrateur d'un centre de formation, représentant d'un syndicat, animateur de collectif et engagé dans plusieurs associations. Oui, Horizon du Monde, vous avez pour signature réinventer les voyages scolaires. Alors, réinventer le tourisme, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Si vous deviez peut-être nous partager les valeurs qui vous animent plus particulièrement, outre vos postes à responsabilité, ou 3 mots-clés qui vous caractérisent en tant que personne et manager. 3 mots-clés, c'est un peu compliqué, mais si je devais essayer de résumer ça, je dirais que je tiens particulièrement, personnellement, aux questions d'éducation, de transmission, d'égalité aussi et de partage des idées pour faire progresser l'homme. Alors je sais que c'est compliqué d'utiliser cette expression, même si elle est un peu consacrée, mais on va dire l'homme avec un grand H, donc sans évidemment aucune discrimination. Voilà, pour faire progresser l'homme et la société. Et puis tout ça, ça se concrétise en essayant autant que possible, parce que je suis comme toutes les personnes, j'ai plein de défauts, en essayant de parler vrai, d'incarner réellement par les actes la parole et puis les convictions, et pour faire ça de façon apaisée, d'écouter et du coup d'accepter qu'il y ait des points de vue qui soient divergents et que son point de vue soit pas forcément celui qui prévaut, mais du moins de le faire entendre. Et ça permet, je pense, effectivement de participer à l'évolution de nos sociétés et des points de vue. Ah, l'évolution collective, tout à fait. L'écoute, tout à fait. Ouais, c'est un point. C'est ça. Super important. Donc vous avez parlé transmission, éducation, donc automatiquement la transition est toute trouvée pour que vous puissiez nous parler un petit peu plus de la société, Horizon du Monde. Alors Horizon du Monde dans sa forme actuelle existe en fait depuis 1996, mais à l'origine son activité est née en 1983 dans une structure associative portée par un groupe d'enseignants, une bande de copains en fait, pour autant dire, qui étaient tous enseignants de langue et qui faisaient partie de cette période en fait de formation des enseignants où ils avaient tous une expérience à l'étranger. On y reviendra peut-être par la suite, mais aujourd'hui, nous, on est une structure à taille humaine, d'une dizaine de salariés à notre bureau central, mais avec un réseau très étendu, on va dire, de collaborateurs et collaboratrices distants, puisqu'installés dans plein de pays dans le monde. Tous ces collaborateurs, collaboratrices et participants, on va dire, à l'activité d'Horizon du Monde sont tous attachés à faire vivre à nos jeunes voyageurs des expériences culturelles, linguistiques et éducatives nouvelles, mais toujours enrichissantes, et principalement par le vecteur du voyage.
En fait, en permettant à ces jeunes, nos jeunes voyageurs, qui sont aussi quelque part les futurs citoyens de chacun des pays dont ils viennent, en leur permettant de partager pendant une période la vie d'habitants d'autres pays, puisque nous on fait principalement de l'accueil en famille hôtesse, donc en partageant la vie de ces habitants, en leur permettant de pratiquer une langue étrangère au quotidien pour la faire vivre en dehors de la salle de classe, et puis puis aussi mieux comprendre la culture de ce pays. Et finalement, ces questions de découverte et de partage ont aussi un caractère réciproque, puisque la famille qui accueille profite aussi de l'apport de ce voyageur qui vient d'un autre pays. Tout ça, ça anime en fait finalement notre activité et nos collaborateurs et collaboratrices depuis la création. Donc nos valeurs et nos missions n'ont pas évolué, se sont simplement adaptées dans un monde en perpétuelle évolution. Oui, dans ce que j'entends, en effet, il y a la partie éducation, mais aussi le côté multiculturel. En fait, vraiment, on touche le sens du mot voyage, voyage, l'éducation par le voyage. Et, tout à fait. Tout à fait. Alors, Horizon du Monde est aussi, est le premier organisateur de voyage labellisé RSE Lucie 26000. C'est une communication récente que vous avez fait sur le sujet. Donc vous êtes fiers, je crois. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à engager l'entreprise dans la responsabilité sociétale déjà? En fait, je dirais plutôt la nécessité de participer à notre échelle à la transformation de notre monde, de la société, mais évidemment de fait parce qu'on intervient dans un secteur particulier, la transformation du secteur du voyage, d'affirmer cette nécessité et puis de faire attester ce qui est au-delà d'une nécessité, qui est également une conviction par un certificateur indépendant. En fait, pour le dire autrement, les défis qui attendent les activités puis sociétés humaines dans les années à venir sont importants et on le vit individuellement et collectivement. Des fois, on peut se sentir totalement dépassé. Et en fait, il faut bien prendre à un moment la question par un bout et sortir de simples affirmations qui sont des fois portées par certains individus ou par certaines sociétés, mais également par des acteurs politiques ou syndicaux et qui sont dont on peut des fois douter des convictions ou où on peut se poser la question si c'est pas simplement un positionnement marketing. Et du coup, pour nous, aborder en fait la question RSE et de fait se faire labelliser avec un haut niveau d'exigence, ça permet d'admettre individuellement, collectivement, et aussi d'exposer aux autres que notre action est une réponse. Notre positionnement est une réponse, c'est certes qu'une partie de la réponse, mais c'est quand même une réponse aux questions actuelles et futures, et c'est aussi, surtout, en fait, une tentative sincère d'adresser les problématiques que ces questions peuvent soulever. Et de façon concrète, dans l'action. C'est-à-dire que vous avez dit, on est dépassé, en fait, le fait d'agir et de concrétiser des choses à son niveau, ça permet de se sentir peut-être un petit peu moins dépassé, un petit peu plus oui. Dans le vif du sujet. Oui, parce que en fait, comme si on regarde, nous d'ailleurs, on a été particulièrement marqué par ça au cours de notre labellisation, et on fait tous des choses qui sont importantes au quotidien. On fait tous pas mal de choses, et nous, on faisait déjà pas mal de choses qui allaient dans le bon sens, et on en était contents. Mais quand notre activité a été vraiment percutée par le Covid et puis par ses conséquences, ça a causé un trauma social pour tout le monde, mais également un trauma humain. Du coup, on a souhaité adresser plus clairement en fait ces questions. D'abord au sein de groupes de travail, on parlait d'agir concrètement. Donc d'abord au sein de groupes de travail internes, puis en voyant que les thèmes de ces groupes de travail finalement recouvraient quasi parfaitement les thématiques RSE, on a franchi le pas de la démarche formelle de labellisation, et vraiment sans hésiter. C'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, au-delà de la conviction du manager, forcément, il faut être convaincu pour s'engager dans un processus RSE. C'est aussi une réponse finalement à certaines attentes de vos collaborateurs, ou en tout cas, c'est une réponse positive à ce trauma
que vous avez vécu avec la crise Covid? Clairement, tout le processus depuis sa genèse et à travers également toutes les étapes imposées par la labellisation qui sont contraignantes, faut le reconnaître. Mais c'était vraiment du travail, c'était pas un loisir, et ça nous a permis, voilà, individuellement et collectivement, de continuer en fait finalement à faire ce qu'on aime. Et pour faire le lien avec la question du trauma, de prendre soin en fait de nous-mêmes et de notre société et du coup de notre activité et de porter quelque chose qui nous dépassait un petit peu. Voilà, de participer à quelque chose qui nous dépassait un petit peu et du coup de se sentir moins dépassé, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et moins dans le fait de subir. En fait, c'est reprendre un peu le pouvoir sur les événements aussi, je suppose. Oui, alors on a beaucoup parlé pendant la période Covid du monde d'après. On se rend compte aujourd'hui qu'il est encore très largement à construire. Voilà, il faut dans la construction, il faut des méthodes. Et pour nous, la RSE est une des méthodes. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est celle à laquelle, en tant qu'entreprise et en tant que professionnel, on peut participer. Juste 2 mots sur pourquoi la labellisation Lucie. Pourquoi avoir choisi ce label en particulier? Ouais, c'est une question intéressante qui nous est souvent posée. En fait, on a examiné différents labels qui pouvaient exister, différentes procédures. Nous, ce qu'on a trouvé dans Lucie, c'est que déjà, c'est la première communauté RSE en France. Ce sont principalement des TPE-PME. On a donc trouvé là-dedans ce qu'on cherchait, aussi bien en termes de démarche, puisqu'on est un peu dans la labellisation de Lucie, éloigné des procédures RSE des grands groupes qui sont souvent pour le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot à mon avis, du bullshit. De la communication. Ouais, voilà, mais également parce que dans les grands groupes, souvent, en fait, on embauche une équipe spécialiste de la RSE, elle fait le tour des activités, elle remplit des cases, et puis en fait, le fonctionnement de l'entreprise n'a pas changé, juste on a rempli les bonnes cases, voilà. Voilà, nous, on a trouvé ce qu'on y cherchait en termes de démarche, mais également en termes de réseau et d'inspiration. Parce qu'en fait, Lucie se focalise pas sur un secteur d'activité en particulier. Il y a des structures de tout type, de toute taille, de tout domaine d'activité. Donc, c'est vraiment une communauté diverse. On est du coup loin d'une forme de monoculture que moi je trouve un petit peu sclérosante et qu'on peut parfois voir dans certaines organisations, dans certaines représentations. Et il faut bien le reconnaître qu'on voit assez souvent dans le tourisme et dans les organisations représentatives du tourisme. Donc du coup, pour nous, en fait, Lucie, c'était une fenêtre sur le monde et finalement sur un environnement qui est le nôtre, qui est celui des TPE-PME. Et du coup, on peut partager les bonnes pratiques et aller chercher de l'inspiration chez les autres aussi. C'est intéressant, ça. Du coup, vous avez des outils pour partager, pour échanger ensemble ou... Alors, Lucie organise régulièrement, donc annuellement, une grosse rencontre entre tous les membres de la communauté. On a des outils en ligne qui nous permettent de partager des bonnes pratiques, de questionner les autres sur les bonnes pratiques mises en place. Et puis, Lucie organise régulièrement ce qu'ils appellent des causeries. Auquel on a nous participé à plusieurs reprises, notamment en tant que pour présenter notre action RSE à d'autres membres. Et ces causeries, en fait, c'est un peu comme ce qu'on fait là, c'est un peu comme un podcast, un partage d'expériences, un partage de points de vue. Et c'est vraiment une communauté d'échange. On parlait tout à l'heure d'écoute. Avec l'écoute, il y a aussi l'observation. Et en fait, on est allé se promener dans la communauté Lucie, dans les documents partagés et mis en commun par les membres de la communauté pour voir comment ils abordaient certaines choses. Il y a dans le cadre de la labellisation un certain nombre de thématiques qui sont développées et des fois, devant certaines thématiques et devant des fois simplement leur formulation, on est un petit peu comme une poule devant un couteau parce qu'on voit pas très bien le lien que ça peut faire avec notre propre activité ou le lien dans le concret. Et du coup, en fait, aller interroger la communauté, les acteurs, voir dire ah oui, sur telle thématique, eux, ils l'ont pris comme ça, évidemment, et d'un coup, ça fait sens. Et puis, il faut voir que, effectivement, un des éléments de la RSE, c'est pas que une démarche interne, c'est une démarche qui inclut et implique toutes les parties prenantes de l'entreprise.
Donc, des fois, on a été inspiré par certains de nos partenaires qui avaient déjà entamé une démarche. Et je le sais parce que voilà, on inspire aussi, nous, certains de nos partenaires. Donc, c'est vraiment une communauté d'échange et de partage qui se limite pas à Lucie, mais qui est sur toute la démarche RSE. Ouais, c'est un cercle vertueux en fait. Et c'est vrai que en préparant cet épisode, on a beaucoup parlé de l'interne, hein, de reposer des bases, de réfléchir à sa structure, peut-être un peu moins de l'externe. Et c'est intéressant de mettre en avant à la fois que la démarche est à la fois une démarche tournée vers son entreprise, mais aussi vers le monde extérieur et d'apporter un nouveau regard, comme une démarche d'innovation en fait. Bah oui, parce qu'une entreprise, elle est jamais isolée en fait. Elle fait toujours partie d'un écosystème et cet écosystème, il est très large. En tant que dirigeant ou en tant que manager, il nous semble pas forcément évident au premier regard que, parce qu'on est focalisé sur notre secteur d'activité, il nous semble pas forcément évident qu'en fait, sans des intervenants extérieurs, sans des gens qui ont eux-mêmes leur propre secteur d'activité, ça peut être la banque, on peut faire un 360 sur tout ce qu'il y a autour de nous dans l'entreprise, mais en fait, sans ça, l'entreprise ne peut pas fonctionner, l'entreprise ne peut pas vivre, et donc du coup, il faut tout autant parler au banquier, à l'assureur, mais également à son prestataire informatique, tout le monde en fait. Voilà, c'est tout ça qui fait la vie de l'entreprise. Et du coup, c'est aussi ça qui est impliquant dans la démarche RSE, c'est que on se retrouve un petit peu tous VRP du RSE parce que pour pouvoir certifier soi-même de démarche vertueuse, faut aussi demander à ses partenaires de s'impliquer. Et donc du coup, on leur transmet un petit peu ce virus. Alors que ce soit management de vos collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi de vos parties prenantes, hein, finalement. Comment vous pourriez décrire le modèle de management que vous aviez avant la démarche de labellisation et en quoi cette démarche, elle vous a semblé impacter véritablement votre organisation? On a chacun en tant que manager, directeur, salarié, peu importe sa position dans l'entreprise, on a un peu quelques convictions, quelques préférences, mais après en fait tout ça se confronte au réel. Moi, je suis parfois un petit peu radical, mais en tout cas lorsqu'il est trait à l'humain, je favorise autant que possible la manière douce. Et en l'occurrence, quand on reprend la direction d'une organisation, comme ça a été mon cas et avec mon associé il y a 13 ans, quand on reprend la direction d'une organisation, on hérite du coup du management qui va avec. Oui, oui. Et des gens et des collaborateurs qui sont là. C'est ça, effectivement. Et alors nous, en l'occurrence, il y avait un aspect un peu paternaliste. On était tout à fait en phase avec avec mon associé que cet aspect paternaliste nous allait pas forcément. Mais par contre, on a été conscient immédiatement qu'il fallait faire avec, en le faisant évoluer par petites touches progressives, pour faire évoluer les membres de l'organisation sans les désarçonner, sans perturber profondément le fonctionnement. Et clairement, c'est ce qu'on faisait progressivement avec mon associé. Pour en revenir à la question, la crise Covid et puis les conséquences de tout ça sont vraiment venues percuter notre activité, nos convictions et le fonctionnement de notre organisation. Mais alors, quand je dis nous, c'est un nous totalement inclusif. C'est aussi bien en tant que manager que pour les salariés. Voilà. Si on a parlé collectivement dans les médias de monde d'avant et de monde d'après, c'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde était concerné. Et du coup, pour nous, ça a été vraiment l'occasion et presque en fait ce qu'on a ressenti comme une nécessité absolue de questionner notre organisation. En incluant, mais pour le coup, vraiment en incluant tous les collaborateurs et collaboratrices à la démarche, mais également, comme on disait tout à l'heure, certaines parties prenantes. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on vit pas forcément dans un monde d'après, et que même nous, on l'a admis, et c'est déjà beaucoup en management, qu'on n'était pas parfait. Mais du coup, nos salariés ont aussi admis qu'ils n'étaient pas parfaits. Tout ça, ça crée un environnement un peu plus apaisé et ça favorise aujourd'hui un modèle de management qui est beaucoup plus participatif, beaucoup plus inclusif,
et à l'écoute de chacun. Alors ça ne veut pas dire que la direction n'a pas un rôle principal à certains moments et à certaines étapes clés, parce qu'il y a des points qui sont engageants, et on ne peut pas faire reposer ça sur les salariés et leur faire dire c'est toi maintenant qui choisis tel investissement. Bon, la stratégie globale et ses déclinaisons est beaucoup plus impactée par le terrain, par le quotidien, et qu'au final, dans sa mise en œuvre, elle est aussi beaucoup plus facilement acceptée et aussi beaucoup plus facilement incarnée par chaque personne dans l'entreprise et beaucoup mieux comprise aussi par les parties prenantes. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve, une démarche très fédératrice. Et pour juste rajouter un élément à ça, c'est en fait ça s'est fait assez naturellement et dans cette démarche, chacune et chacun, membre de l'entreprise, a pu trouver la place qu'il ou elle souhaitait. On n'a pas dit maintenant il faut que chaque personne soit assis autour de la table ou s'empare de X thèmes à égalité. Chacun a pu prendre la place qu'il souhaitait, sans contrainte, sans pression, mais du coup avec quand même un effet d'entraînement et de motivation collective. Alors justement, est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets à nous donner sur d'une mise en place qui est à l'initiative de salariés, à l'initiative de la direction, d'une méthode de travail qui a été impulsée vraiment suite à ces réflexions sur vos méthodes? Alors on peut donner effectivement pas mal d'exemples, mais avant toute chose, je veux préciser que voilà, nous on a fait un choix dans notre démarche RSE de nommer 2 personnes référents RSE. Et parmi ces 2 personnes référents RSE, on est une TPE, on le reconnaît, donc on n'a pas une quantité de collaborateurs et collaboratrices importants, mais on tenait à ce qu'il y ait une personne du collège direction, entre guillemets, et une personne du collège salarié, entre guillemets, pour que, à l'animation de la démarche, les 2 parties soient représentées. Des exemples maintenant, effectivement, de choses qui peuvent émerger. Alors, il y a la RSE, c'est un vrai 360 sur la société. Un exemple particulier sur lequel on est en train de travailler, la sécurité informatique et numérique. Très beau sujet, oui. On parle souvent, dans certaines sociétés, c'est un sujet de spécialiste. On a une équipe informatique ou un partenaire extérieur qui vient et qui dit voilà, faut faire comme ci, comme ça. Mais en fait, on oublie souvent que au final, face à un ordinateur et quand on a un problème informatique et particulièrement de sécurité, souvent le problème est entre le fauteuil et l'écran. Grosso modo, c'est l'utilisateur. Pour réfléchir à ces questions de sécurité informatique qui impacte vraiment tout le monde. Vous pouvez avoir tous les dispositifs que vous voulez. Si vous avez un utilisateur qui clique sur un lien d'hameçonnage, voilà, tout peut partir rapidement en cacahuète. On a fait un petit groupe de travail où on était 3 personnes, pardon. Et on est allés tous chercher indépendamment de l'inspiration ailleurs. On a rencontré nos prestataires informatiques. Et ensuite, on s'est retrouvés autour de la table et on a vu qu'est-ce qui était important. Et du coup, c'est intéressant ce moment de partage parce que moi en tant que directeur général, j'avais des éléments en tête, mais chaque salarié avait des exemples qui étaient très concrets. Ouais, en fonction de son vécu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, on pourrait citer plein d'exemples, juste en prendre un par exemple qui rentrait vraiment, qui a été un de nos objectifs, un de nos engagements RSE, de mettre en place un plan d'intéressement pour les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et alors là, vraiment, on est dans un truc où typiquement, on a la direction d'un côté de la table et les salariés de l'autre. Ouais. Je reprends, ouais, voilà, c'est ça, avec des positions qui s'opposent et puis où tout le monde ressort de là un peu frustré. Je vais reprendre la citation d'une de mes collaboratrices qui, en fin de toutes ces discussions, puisque ça nous a occupé quelques réunions, me disait si c'est ça les négociations patronales et salariales dont on entend souvent parler à la télé, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. Tout simplement parce qu'en fait, on essaye de le faire nous différemment. Dans le partage et ce qu'on peut appeler le win-win en fait, hein, le gagnant-gagnant. Et là, on parle de questions d'intéressement, mais c'est sur tous les sujets en fait. Quand on met en place des nouvelles procédures, des nouveaux protocoles, des nouvelles stratégies, si le tout n'est pas correctement équilibré, en fait, on perd des gens en route.
et on en a suffisamment parlé dernièrement dans le tourisme, hein, on sait ce que ça veut dire que de perdre les forces vives et actives de sa structure et du coup ses compétences internes. Donc en fait, ça permet aussi de remettre chacun dans une posture cohérente vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des salariés et de se rendre compte qu'en fait tout ça n'est qu'un écosystème qui doit être équilibré. Tout à fait. Vous me parliez aussi que l'important c'était l'adhésion, l'adhésion des collaborateurs pour pouvoir co-construire en fait des solutions en équipe, en mêlant toutes les personnalités finalement qui sont assez variées dans une équipe. Donc, ouais, c'est vraiment important, surtout dans une TPE où finalement les équipes sont petites, proches et où, à contrario de certaines structures, même si chacun a sa fiche de poste, finalement en fait les gens sont aussi très polyvalents et polyvalentes. Surtout dans le tourisme, on sait qu'il y a des périodes de forte saisonnalité sur certaines activités, donc tout le monde met la main à la pâte. Donc l'adhésion a été naturelle, mais enfin, vous avez quand même certainement vécu quelques difficultés. Quelles ont été ou pas, mais est-ce que vous avez eu des freins? Est-ce que vous avez rencontré des freins et des difficultés, justement? Il y a évidemment des freins et des difficultés. On en parlait tout à l'heure. Il y a dans une organisation une diversité de personnalités. Ces diversités de personnalités, elles ont chacune leur rapport au changement. Et effectivement, pour nous, lorsqu'on a inclus la partie RSE, mais lorsqu'on s'est pris le Covid en plein visage, il y a eu de fait ce changement. On n'avait pas le choix en fait. Il n'empêche que pour certains ou certaines, c'est plus facile que pour d'autres. Comme dans toute démarche d'entreprise ou comme dans toute nouvelle initiative, il y a les traditionnelles réfractions au changement. Qui peuvent être individuelles, qui sont rarement collectives, mais lorsqu'elles sont individuelles, en fonction de l'individu qui les exprime ou qui ne les exprime pas, ça peut simplement, on peut l'exprimer, mais on peut tout simplement faire de la résistance passive en restant immobile. Ça peut avoir un impact important. Un des grands défis a été de mettre en place de favoriser en tout cas et de continuer à favoriser, ça existe toujours aujourd'hui, on se rend compte toujours aujourd'hui de certaines difficultés, une communication efficace, et quand je dis communication efficace, c'est une communication interpersonnelle efficace, et on revient sur la thématique de l'écoute, et puis pouvoir être entendu efficacement, il faut soi-même écouter l'autre. Tout ça une question de réciprocité importante. Vous avez formé vos équipes à ce type de communication interpersonnelle? On a fait autour de la RSE directement et de manière un petit peu collatérale, on a fait plusieurs formations collectives. Ça a été pour nous un élément déterminant, on y a tenu, tout le monde a été formé à la démarche RSE par une formatrice de Lucie 26000. On se voyait pas juste former une ou deux personnes, ça aurait été deux pour nous vu qu'on a des référentes, nos deux référentes RSE, juste elles, et puis après les autres doivent suivre. Non, il fallait que tout le monde puisse intégrer la démarche. Et puis par ailleurs, on travaille à peu près annuellement, on fait un petit séminaire annuel de une journée, 2 journées, 3 journées, fonction, avec deux personnes qui nous suivent et qu'on aime bien, qui travaillent ensemble au service des entreprises avec deux orientations différentes. Une personne, une professionnelle qui est spécialiste des dynamiques de groupe et une psychologue du travail. En mettant en commun un petit peu leur savoir-faire et nous en bloquant du temps pour ces formations-là. C'est pas juste des choses de développement personnel, c'est des vraies formations. Et puis des réels temps aussi de recadrage paisible pour pouvoir aborder certains thèmes et remettre en place. Parce que les mauvaises habitudes ont parfois la vie dure, et puis parce que des fois on n'est pas que des personnes qui travaillent, on a aussi une vie à côté et que ça a un impact sur notre personnalité au travail. Du coup, remettre les choses un petit peu dans le bon sens, apprendre quelques trucs, admettre, des fois c'est bête, mais en fait quand on a un tiers médiateur qui est là, on arrive plus facilement à se dire les choses et l'autre personne la personne à qui ces paroles sont destinées arrive plus facilement à les entendre. Et du coup, ça nous permet aussi, pour la prochaine discussion, peut-être de se passer de ce médiateur,
mais de se dire de temps en temps aussi, j'ai besoin d'un médiateur et j'ai pas la psychologue du travail qui est là à disposition parce qu'on est dans le quotidien du travail, mais je peux aussi aller chercher une collègue pour lui demander de venir réguler une discussion ou de participer à un échange qui la concerne pas prioritairement. Ouais, c'est vivre vraiment au quotidien et du coup en transversal, toutes ces modifications tournées vers l'humain, hein, comme vous l'avez dit, avec un grand H. C'est ça, mais avec toutes les difficultés de l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à perpétuellement remettre sur le tapis, en fait, parce que même aujourd'hui, à m'écouter, on pourrait dire waouh, c'est super, ça fonctionne. Non, en fait, non, ça fonctionne pas de manière aussi fluide. Là, on en parle en essayant d'intellectualiser un petit peu la chose et de la schématiser. Mais en vrai, on est confronté au quotidien à des discussions et à des problématiques et à des difficultés dans ces discussions et dans cette volonté de collectiviser les choses. Faut juste accepter qu'on n'est pas parfait mais qu'on essaye de tendre vers du mieux. Oui, que l'objectif c'est, comme on dit dans le voyage, l'important ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Donc c'est la démarche et l'énergie collective et individuelle qu'on y met ensemble. Ouais. Tout à fait. Si on revient un petit peu à la labellisation, certains dans le secteur disent ok c'est bien, mais un label 1 ça prend beaucoup de temps et 2 ça peut coûter très cher. Alors déjà de ce côté-là, vous, quelle est votre expérience en termes de coûts, de temps passé, et en quoi malgré tout est-ce pertinent de recommander justement à d'autres de s'engager dans cette démarche? Alors, j'essaye de me faire systématiquement autant que je peux l'avocat auprès de mes confrères et consoeurs et puis auprès de plein d'autres sociétés autour de moi de la nécessité de cette labellisation, mais néanmoins je reconnais et je leur explique systématiquement que faut pas minimiser la chose et que c'est pas simplement pour avoir un logo de plus à mettre sur son enseigne ou en bas de sa brochure. C'est véritablement impliquant. Ça ne peut se passer, à mon sens, mais c'est aussi issu de notre expérience, mais peut-être aussi de ma vision, ça peut se passer, à mon sens, ça ne peut se passer de l'implication de tout le monde dans la société. Donc, à cet égard-là, il y a un véritable coût caché, souvent de temps ouais, voilà, c'est ça, mais qui est souvent pas évalué dans les sociétés, dans les TPE, PME particulièrement. Et donc du coup, il y a un temps homme qui peut être important. Surtout dans une TPE PME où on n'a pas forcément l'habitude d'organiser des réunions, des machins, des ceci. Donc du coup, d'un coup, on se retrouve autour de la table. Donc il y a des gens qui savent pas faire. Donc il faut aussi se former à ça, admettre qu'on est bon, on n'est pas bon, se dire que se réunir c'est pas du temps perdu, mais tout ça va prendre du temps et quand on prend le temps de se former à ça, on n'est pas encore rentré dans la démarche RSE. Donc évidemment, donc ça c'est un premier élément, le temps homme, temps femme, et je dirais qu'il est impossible à évaluer, mais enfin, en tout cas, je suis mal placé pour donner une évaluation parce que nous, on avait, pour le dire très sincèrement, à ce moment-là, presque rien d'autre à faire. Et donc, oui, bien sûr, le Covid a été un levier de mise en action. Voilà, et donc du coup, mais comme je disais tout à l'heure, chacun a pu s'y mettre comme à la mesure qu'il voulait. Donc il y a eu des périodes où c'était un peu plus intense, où j'avais des collaboratrices qui étaient presque à plein temps. Voilà, notamment une qui était notre référente, qui était presque à plein temps sur la question RSE. D'autres qui étaient simplement à quelques heures de travail. Mais il faut pas négliger, je reviens sur ce sujet-là, vraiment c'est important, il faut pas négliger que au-delà de la question de la RSE, c'est aussi en fait des nouvelles pratiques qui se mettent en place dans l'entreprise. Donc rattacher un coût à la mise en place de ces nouvelles pratiques et se dire qu'il n'incombe que sur la RSE, non, parce qu'en fait, c'est une modification du fonctionnement. Il y a cette partie temps homme, et puis après, il y a la partie, effectivement, purement labellisation. Et cette partie purement labellisation, elle a effectivement un coût, mais qui est vraiment pas démentiel. Nous, on a fait le choix de passer, comme je disais tout à l'heure, par une formation pour tous les membres de l'entreprise, qui a été prise en charge à 100% par notre OPCO.
Derrière, il y a peut-être un des coûts les plus importants, c'est celui de l'auditeur indépendant, qui étudie le dossier longuement, qui vient, qui questionne, et qui passe, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 2 et 5 jours en présence, qui vient vérifier que tout ce qu'on a, nous, d'abord évalué ou estimé est correct, est cohérent, qui y rajoute son grain de sel, qui derrière fait des recommandations, et ensuite, sur la base de ces recommandations, on travaille sur des engagements de l'entreprise. Et donc du coup, derrière forcément, tout ça a un coût, le temps de cet auditeur. Et puis ensuite, il y a le coût du labellisateur, mais qui pour le coup est pas très très important. Et pour mettre sur le tapis un tarif global, on pourrait situer ça autour de toute la démarche de labellisation, incluant la formation, environ 10 000 €. D'accord. Mais une fois qu'on a déduit 3 000 € de formation prise en charge par l'OPCO, on arrive à 7 000. Et puis nous, on a la chance d'être implanté en Nouvelle-Aquitaine, où la région a une subvention vraiment fléchée très directement pour la démarche RSE des TPE-PME. Et on a bénéficié d'une prise en charge à 50%. Donc au final, on a un coût pour l'entreprise qui est de 3 500 €. On est quand même sur une époque où on parle de grandes démissions et d'émissions silencieuses. Donc c'est en effet aussi un moyen de partager une vision, de remettre à bord certains collaborateurs et peut-être de redonner du sens, tout simplement, à ce qu'on fait. Alors, moi j'en suis persuadé. Mais il faut pas omettre que le quotidien de beaucoup de managers ou de beaucoup de chefs d'entreprise, puisqu'on parle de TPE, PME, donc on est en même temps souvent on est en même temps chef d'entreprise, DAF, RH et manager, et du coup tout ça occupe beaucoup. Souvent pour beaucoup, et je les comprends, se dire il faut en plus que je me rajoute un truc RSE. Ouais, non, en fait, et je les comprends. C'est aussi pour ça que je précisais tout à l'heure en introduction que je suis par ailleurs représentant syndical dans un syndicat patronal dont j'embrasse pas forcément toutes les convictions, ni tous les points de vue, mais je pars du principe que c'est un bon endroit pour parler à mes pairs. Et parler à mes pairs voilà, prenez le temps vraiment de vous questionner sur votre entreprise, parce que c'est une chose que de faire une réunion au sein du syndicat, comme il y en a régulièrement, pour dire, se mettre tous autour d'une table et dire il y en a marre, on perd des collaborateurs, ou il y en a marre, on n'arrive pas à recruter des collaborateurs ou collaboratrices de qualité, et du coup ça a un impact sur notre activité. Mais tout ça est beaucoup porté sur le point de vue négatif, alors qu'en fait, finalement, on peut agir sur d'autres leviers de l'entreprise, du management, de son positionnement stratégique, et du coup, peut-être que potentiellement, ça va permettre d'attirer des collaborateurs, ou comme vous le disiez très justement, de retenir certains collaborateurs ou collaboratrices qui vont se dire j'attendais un peu de mouvement, ça y est, il y en a. Ouais, il y a un second souffle, je peux être utile aussi pour faire évoluer la société. Je peux être utile en dehors de ma fiche de poste et en dehors de la petite boîte à laquelle je suis cantonné depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais on arrive un petit peu à la fin de notre épisode, mais si on prend un petit peu plus de hauteur, d'une façon générale, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quelle est votre vision justement de ce future of work, donc ce monde du travail d'aujourd'hui et de demain? Et surtout, est-ce que vous avez des exemples un petit peu d'entreprises que vous trouvez pionnières en la matière, pas forcément dans le tourisme, qui seraient un peu peut-être des mentors pour certains? Vaste question. Des mentors, je trouve c'est peut-être un terme un peu galvaudé, mais en tout cas des personnes inspirantes, des managers inspirants. Alors, manager inspirant, moi je vais être très mauvais au name dropping, mais par contre des démarches intéressantes, ouais, effectivement, il y en a plein. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur le site internet d'une petite boîte en France qui disait aujourd'hui on utilise tous du gel douche et du shampoing, et en fait là-dedans il y a 90% d'eau. Et du coup, il faut des grands contenants plastiques, plein de choses comme ça, et on l'emmène, et beaucoup de transport, du poids, tout ça pour transporter un peu de chimie plus ou moins naturelle et de l'eau.
Ils disent pourquoi on ferait pas cette petite entreprise dit voilà, nous on vend du savon super bien et du shampoing solide. Et d'un coup, on se dit, ouais, je suis bête. Utilisatrice de ces produits. Voilà, alors là, pour le coup, en fait, on n'est pas dans le management inspirant, mais voilà, c'est ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse au quotidien et dans le fonctionnement de mon entreprise, c'est, comme disent très justement les anglophones, think outside of the box. Essaye de sortir de tes convictions. Il y a rien que je déteste moins d'entendre, que je déteste plus d'entendre, qu'un encadrant ou un manager et même un salarié qui dirait on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Et alors, on n'est pas obligé de le changer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de juste questionner la chose? Peut-être qu'en le questionnant déjà d'un coup, on se rend compte que certes on a toujours fait comme ça, on a toujours été complètement débile de le faire comme ça. Oui, ou pas, mais en effet, se poser la question. Ouais, juste se poser la question. Et donc du coup, en fait, ça m'amène sur les questions de la vision et on l'a dit, je suis pas très monoculture secteur du tourisme et du voyage, mais pour moi, 3 éléments clés pour reprendre le thème du podcast Future of Work, c'est la créativité de toute façon. Mais quel que soit son niveau, voilà, on parlait tout à l'heure des personnes réticentes au changement, et pour elles, rien qu'admettre de se poser une question qu'elle ne se serait jamais posée, c'est déjà beaucoup en termes de créativité. Et puis après, il y a des gens qui sont ouvertement créatifs et ouvertement force de proposition, donc c'est autre chose. Mais voilà, la créativité, chacun à son niveau. L'humilité, parce que quelle que soit notre place dans une organisation, on reste rien que des individus humains avec des quotidiens qui nous impactent, avec des convictions qu'on porte parfois, qu'on a parfois l'énergie et la force de porter au niveau professionnel. La compréhension, parce que en fait, si on veut que les autres comprennent notre point de vue et nos difficultés qui peuvent parfois être extra-professionnelles, faut soi-même faire preuve de compréhension vis-à-vis des autres. Et puis on en revient sur le fil rouge de tout ça, l'écoute. Oui, l'écoute, ouais. Et l'écoute, alors, je suis mal placé pour le dire parce que je suis très bavard, mais j'ai aussi appris à faire silence pour l'écoute. Peut-être encore à nouveau 3 mots-clés pour décrire une entreprise engagée et responsable aujourd'hui. C'est peut-être les mêmes mots-clés. Alors, c'est un peu les mêmes mots-clés qu'avant, que ce que je viens de dire juste avant, pardon. Mais je profite de cette petite de ce petit temps de parole pour aller un peu à contre-courant. Souvent aujourd'hui, quand on entend des personnes parler de responsables, souvent ça se limite à l'offre de l'entreprise. Ah ouais, on a une offre, et dans le tourisme particulièrement, on a une offre durable, on a une offre responsable. D'accord. Alors. Et il n'y a pas de petite démarche, je ne veux pas minimiser l'impact de chacun là-dedans et de ceux qui ont le courage d'au moins prononcer ces mots pour les mettre en valeur. Mais par contre, pour que ces questions de compréhension, de créativité, d'écoute et d'humilité puissent se mettre en place, en fait, il faut juste donner un spectre plus large au terme responsable. Et je peux très bien avoir une offre de tourisme pour être très général, une offre touristique ou de voyage le plus responsable possible. Si elle est mise en œuvre dans une entreprise qui a une politique salariale détestable, qui n'a pas de régulation de sa gouvernance, ou qui simplement n'a pas de politique de relation avec ses fournisseurs qui soit respectueuse, en fait l'offre elle n'est pas responsable. Donc la responsabilité est une notion très 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 large et vaste, et que malheureusement je le regrette, mais je comprends aussi pourquoi certains le font, ils le limitent un petit peu à l'offre parce que c'est plus facilement compréhensible par le public, et aujourd'hui on est dans une société où le discours marketing doit être compris en 3 mots et 12 secondes. Mais pour le manager, pour le collaborateur d'entreprise,
pour le décideur, pour même quand on est simplement partie prenante d'une démarche d'une autre entreprise, se poser la question de ok, responsable, c'est plus large que simplement faire du verre. Dans le triptyque du développement durable, il ne faut pas oublier la partie sociale et sociétale. Tout à fait. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que on a décidé d'axer vraiment toute cette série de podcasts sur ce qu'on a appelé le Future of Work, mais aussi sur cette dimension humaine, sociale, sociétale, et qui fait que finalement, si les hommes sont bien préparés ou si l'énergie des entreprises est bonne, ça va se refléter sur l'offre indéniablement. Donc, mais de fait, parce qu'il y a une nécessité de cohérence. Pour juste rajouter un point, vous avez très justement dit, mais je crains que les auditeurs l'aient pas noté. Donc ça vaut le coup de le dire. Vous l'avez dit au début, mais ça vaut le coup de le dire aussi à la fin de notre échange. Vous avez très justement dit que RSE, ça voulait dire responsabilité sociétale des entreprises, et que le E dans RSE, c'est pas environnement. ouais. Le terme, en fait, les éléments les plus importants, c'est la responsabilité sociétale. Et le sociétal, c'est ce qui fait le lien entre le collectif entreprise, le collectif citoyen, et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. C'est une très très belle conclusion. Est-ce que vous avez encore peut-être votre vision de quels sont les grands enjeux à venir? On va revenir vers le secteur du voyage. Quelles sont les perspectives et les grands enjeux, notamment en termes de ce Future of Work? Des perspectives, franchement, j'ai pas de boule de cristal, et je pense que ceux qui nous disent voilà comment ça va être demain, je m'en méfie énormément. J'ai échangé avec des confrères dernièrement, et on me disait c'est bon, on a fini les projections à 1 an, 2 ans, 3 ans, on a arrêté d'en faire. Ou alors quand on en fait, on sait pertinemment qu'il faut qu'on les remette à jour toutes les semaines, et encore toutes les semaines, c'est pas suffisant. Donc des perspectives, c'est très compliqué. Des défis, des challenges, c'est effectivement de réinventer un petit peu des nouvelles choses. De montrer que le voyage ou le tourisme, c'est pas c'est un secteur en pleine et nécessaire mutation. On a besoin de toutes les forces vives, et finalement en fait on se rend compte que chacun a vraiment un rôle à y jouer, et que par exemple, nous on s'est beaucoup posé la question de la compensation carbone. Comment on va faire? Si c'est pour investir dans des projets d'agroforesterie qui font de la monoculture, qui menacent des populations locales, ça vaut pas le coup. Tout ça, c'est des questions excessivement complexes en fait, et souvent c'est des problèmes qui nous dépassent. Pareil pour comment on compense les émissions carbone issues du voyage aérien. Les compagnies aériennes, qui sont des énormes groupes, n'arrivent pas forcément à répondre à cette question de façon efficace. Pour nous aussi, c'est compliqué. En fait, si je résume, dans les grands enjeux pour le tourisme, ce serait peut-être d'amener justement plus de clarté, ne pas forcément arriver en porteur de solutions, mais au moins en questionnement, et peut-être plus d'intelligence collective aussi. Plus d'intelligence collective, et puis je souhaite que au moins dans le voyage, on réussisse collectivement, sans que l'action vertueuse de certains et certaines ne soit lamentablement gâchée par d'autres, à rééduquer nos voyageurs. C'est un peu un truc éculé, presque éculé, parce qu'on l'entend beaucoup, mais voyageons moins, voyageons mieux, voyageons plus longtemps si on souhaite pouvoir voyager loin. Prenons un peu plus de temps aussi pour choisir notre voyage. Sortons des démarches de ça y est, là il y a une super offre sur du all inclusive machin, ça y est, j'achète. Voilà, on n'achète pas du voyage comme de la lessive. Et on voit bien que cette question, ce sujet auquel moi je crois, voyager mieux, plus longtemps, mais peut-être moins souvent. Pour nous qui sommes dans le secteur jeunesse, c'est facile parce qu'on s'adresse à des personnes qui ont à un public, notamment pour les séjours linguistiques, qui a des vacances scolaires.
Et donc du coup, qui a des larges temps de liberté. Alors ça vient poser des questions économiques à côté, on est d'accord. Mais voilà, on a des personnes qui ont le temps. Et c'est là où on se rend compte que toutes les questions sont liées. Parce que si demain j'essaye de prêcher la bonne parole autour de moi, voyageons plus longtemps, d'accord, mais comment est-ce que telle personne qui veut faire un voyage va obtenir de son employeur 4 semaines de congé à la suite, peut-être au plein milieu de l'hiver? C'est en effet, là on est en plein dans les enjeux et les questions sociétales, et le Future of Work, pour moi, il ne s'imagine pas sans parler des styles de voyage, en effet, parce que vous avez mentionné un élément qui pour moi est clé, c'est le temps. Et en fait, le jour où on saura vraiment reprendre possession de notre temps et l'utiliser de façon positive pour soi ou pour les autres, on aura déjà réglé pas mal de choses, je pense. Et merci beaucoup, Carole, de m'avoir permis d'inaugurer cette série de podcasts. Et c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur chez Horizon du Monde. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!